ça c'est parti. Bon, bah, la vidéo commence à partir. Alors, bah, bonjour à tous. Un grand merci d'être connecté à ce premier live et je suis désolée pour un petit souci technique. C'est pour ça qu'on a tardé et je m'excuse pour tous les inscrits sur LinkedIn. Malheureusement, peut-être vous n'avez pas vu mon nouveau lien que j'ai diffusé 10 minutes plus tard. Mon élément est supprimé par LinkedIn. Je ne savais pas pourquoi. Donc, bienvenue dans ce premier épisode décrypter les cultures du business international spécial France-Chine. Avant de commencer, dites-moi si vous m'entendez bien et si vous avez déjà un projet ou une expérience avec la Chine ou tout simplement vous y réfléchissez encore. Et comme c'est un replay, et vous pouvez me laisser votre commentaire dans le post LinkedIn plus tard. Alors, pourquoi cette idée du live? Parce que le sujet des différences culturelles me fascine depuis 24 ans et c'est ce qui m'a poussé à faire une thèse de doctorat à l'Université Paris-Dauphine il y a 2 ans. Et ceux qui ont déjà lu mon poste le savent déjà. La culture joue un rôle clé dans le business international. Derrière, il y a des vrais enjeux économiques et stratégiques pour les entreprises françaises et pour les dirigeants qui veulent se développer à l'international. Aujourd'hui, on va parler des vraies clés pour réussir ses projets en Chine quand on est dirigeant français. Avec moi, j'ai de la chance aujourd'hui avec 2 invités, Maître Emmanuel Meril et Monsieur Alain Bernard, qui vivent le terrain depuis longtemps et qui vont partager avec nous leur retour d'expérience concrète. Ensemble, pendant 60 minutes, on va explorer 4 axes très concrets avec des exemples. Stratégie, négociation, réseau, relations et différences culturelles. On va garder 10 à 15 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Mais malheureusement, comme c'est replay, on va vous répondre à vos questions après la diffusion de replay. Alors, comme c'est la première fois que je fais live, je m'excuse pour les soucis techniques à côté. Et c'est pour ça, en fait, on n'a pas pu lancer le live direct via LinkedIn aujourd'hui. Donc, Alain, Emmanuel, est-ce que vous êtes d'accord qu'on lance un petit défi tous les trois? Chacun d'entre nous dispose 40 secondes pour se présenter. Alors, moi, je commence. Je m'appelle Yan Zhen, consultante Business France-Chine et fondatrice de l'association Entrepreneurs France-Chine. C'est une association qui crée un écosystème franco-chinois, l'entraide et le partage des expertises de chacun. Moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans l'emploi sport, étant responsable achat et dans le sport entre la France et la Chine. Donc, j'enseigne également le management interculturel à Dauphine et EMLV, École Commerce. Voilà, maintenant, c'est à vous. Alors, qui va commencer? Emmanuel, voilà, pour 40 secondes pour se présenter. Alain, Bon, je vas-y. commence. Ouais. Je commence. Alors, je m'appelle Alain Bernard. J'ai un diplôme de l'école de chimie de Strasbourg et je suis donc ingénieur de formation. Ensuite, j'ai évolué à travers différentes grandes sociétés, dans la chimie toujours, jusqu'à ce que je crée ma petite entreprise donc de distribution et de négoce dans la chimie pharmaceutique essentiellement. Donc, je travaille avec des sociétés qui sont des laboratoires pharmaceutiques et leurs sous-traitants. Et donc, je travaille à l'international pour me procurer des produits, essentiellement en Chine et en Inde. Et je pratique cette activité depuis 18 ans. Et j'ai commencé une connexion avec la Chine il y a 25 ans, avec mon premier voyage sur place. Parfait. Merci beaucoup. Alors, c'est à toi, Emmanuel. Oui, alors Emmanuel Meril, je suis avocat de formation. J'ai été inscrit au barreau de Paris et dès mon inscription, je suis parti d'abord à Taïwan et ensuite à Shanghai. Donc je vis en Chine depuis maintenant 34 ans.
Et j'ai travaillé pour des grands cabinets internationaux. Et à l'heure actuelle, je travaille pour un cabinet chinois. Et également, j'ai travaillé pour des grandes sociétés comme Kering et Coty, dans lesquelles j'étais en charge des relations gouvernementales, c'est-à-dire des relations avec les autorités chinoises. Voilà. Donc, je travaille en Chine depuis, c'est toute ma carrière que j'ai passée en Chine, en fait. Wow, c'est formidable. J'ai de la chance d'avoir 2 invités comme vous aujourd'hui. Donc on va commencer, par la stratégie parce que c'est souvent là qu'on se joue tout se joue avant même, de commencer en Chine. En France, par exemple, on aime les plans structurés, on parle business plan, les contrats très cadrés et en Chine, on est souvent sur une approche plus pragmatique et plus évolutive. Donc là, j'ai une question pour toi, Emmanuel. Quand tu accompagnes des entreprises dans l'implantation en Chine et qu'une entreprise française arrive avec une stratégie très un peu entre guillemets occidentale, quelles sont les erreurs stratégiques les plus fréquentes que tu vois dans la manière de monter un projet en Chine? Ben, enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que la première chose, c'est un peu tarte à la crème, mais je pense qu'il faut être à la fois flexible, il faut faire preuve de flexibilité, d'écoute et de pragmatisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir avec une idée préconçue de ce qu'est le marché chinois, de ce qu'est une stratégie rigide, mais écouter d'abord, prendre conseil, ça c'est très important, et je détaillerai pourquoi après, et ensuite adapter son projet, sa stratégie en fonction de ce que l'on peut apprendre sur le terrain. Il y a eu énormément d'erreurs qui ont été faites depuis des décennies, et des erreurs même par des très gros industriels qui auraient pu simplement en écoutant quelques conseils ne pas suivre une mauvaise voie. Et donc je crois qu'il faut être vraiment à l'écoute. Et il y a un point aussi très important, je pense, c'est que il faut prendre conscience que le marché chinois évolue très très vite. Et donc, une vérité d'aujourd'hui ne sera peut-être pas la vérité dans 1 ou 2 ans ou 3 ans. Et donc, il faut faire preuve d'une adaptabilité absolue pour pouvoir s'implanter et rester sur le marché chinois. Exactement. Et effectivement, en fait, l'évolution, en Chine, surtout sur le marché chinois, ça avance tellement vite. Il faut appréhender, ce côté, comme que tu as dit, adaptivité absolue sur le marché. Et j'ai une question pour toi, Alain. Toi qui accompagnes des industriels depuis 25 ans en Chine, stratégiquement, comment choisir un partenaire de confiance en Chine, surtout quand on ne connaît pas du tout ce pays et ni le marché? Par exemple, qu'est-ce que Alors, tu regardes en priorité très concrète pour une entreprise alors, française? alors Oui. là, mon histoire, surtout que ça a évolué, effectivement, la relation en Chine a évolué depuis 25 ans, c'est de savoir en premier lieu si on va travailler en direct, faire des choix en direct, ou si on s'appuie sur quelqu'un avec qui on a une interface intermédiaire pour du travail quotidien, de la traduction et comprendre les subtilités. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est après ma première visite en Chine, où j'ai été, je dirais, pas bien accueilli dans le sens où il y a 25 ans, le type d'entrepreneur chinois était d'une certaine génération et ils pensaient que les Occidentaux, ne comprenant pas le chinois, ils pouvaient raconter leurs histoires. Donc très rapidement, j'ai trouvé un partenaire jeune chinois avec qui j'ai développé une relation amicale et d'amitié. C'est toujours, hein, nous partons en vacances tous les ans ensemble, pendant 1 ou 2 semaines à travers le monde. Voilà, donc c'est une relation de confiance très très importante. Pour entrer en Chine, il faut être très présent avec quelqu'un, même au niveau familial, pour rentrer dans le cercle et pour comprendre l'état d'esprit chinois. Si on se contente d'une relation superficielle, on aura beaucoup de déconvenus.
Donc, pourquoi? Parce que quand moi j'avais un message, moi qui ne parle pas chinois, au début, surtout avant, le partenaire ou le traducteur chinois ne traduisait pas exactement ce que je racontais et vice-versa. Alors, ça a beaucoup évolué parce que maintenant, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs en Chine, très formés à l'occidental. Beaucoup de Chinois ont été formés aux États-Unis ou en Europe et sont rentrés au pays. Et donc, cela a beaucoup facilité les relations entre la Chine et l'Occident. Donc, c'est toujours plus facile maintenant de rencontrer, même à tous les niveaux intermédiaires, des personnes qui parlent anglais sur place. La langue de travail, l'anglais. Et donc, les relations ont beaucoup évolué. Néanmoins, je pense qu'il est très bon d'avoir une relation personnalisée avec un contact en Chine pour faciliter à tous les niveaux le voyage, l'organisation et les relations. Ça, c'est le fond qui est très important pour se sentir très à l'aise quand on arrive face à des interlocuteurs chinois. Voilà, donc ça, c'est une base qu'il faut bien intégrer au départ pour commencer des relations avec des partenaires chinois, avant même de les choisir. Il faut avoir cela en tête. Ok. Et toi, tu travailles spécifique dans le secteur industriel depuis 25 ans. Est-ce que tu as vu une sorte d'évolution des stratégies industrielles en Chine depuis? Alors, effectivement, le niveau de connaissance et l'apprentissage des technologiques en Chine est impressionnant. Ils sont partis d'une... C'est une relation souvent je dirais, entre l'apprenti et le maître en Chine. C'est-à-dire que les Chinois sont très curieux de nature. Tant qu'ils estiment qu'ils ont à apprendre quelque chose, ils vont être très curieux, poser beaucoup de questions, savoir. Et par contre, une fois qu'ils ont l'impression de maîtriser ce qu'ils font, la relation est vraiment d'égal à égal. Et il faut mieux être conscient que leur curiosité et leur ouverture, alors qui ne s'explique pas énormément de facteurs, font qu'ils apprennent très vite. C'est toujours l'histoire de la copie. Ils ont toujours un modèle pour pouvoir dépasser le maître en apprentissage. Une fois qu'on comprend cet état d'esprit, on peut déjà savoir qu'ils ont envie de vous connaître par l'apprentissage et ils veulent être surtout très rapides. Très rapide, il y a une très grande compétition entre les Chinois, entre eux-mêmes. Et ce n'est pas seulement une compétition entre la Chine et l'Occident, c'est même une compétition entre Chinois tout d'abord. D'accord, ok. Merci pour le thème. On a des gens qui arrivent. Heureusement qu'ils ont vu le lien, mais je pense que malheureusement, ça n'a pas comme prévu. Alors, j'ai une question pour toi, Emmanuel. Si tu devrais donner un conseil très concret à un dirigeant français avant de présenter sa stratégie et un partenaire chinois, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que il faut, et c'est ce que Alain a développé aussi, c'est-à-dire qu'il faut bien se renseigner, prendre des conseils et ne pas arriver en pensant que tout est pareil qu'en France. Et je reviendrai plus tard sur les questions culturelles. Je suis un peu partagé en fait, c'est un peu le yin et le yang, mais je suis un peu partagé dans le fait de dire que il y a des grandes différences culturelles ou alors on est tous pareils. Parce que la résolution de cette question est assez compliquée et ça ferait près de 40 ans que je me la pose et que je suis confronté. Et donc, ce que je dirais, c'est qu'il faut essentiellement bien se renseigner, bien comprendre comment fonctionne l'économie chinoise, comment fonctionne le secteur dans lequel on veut investir, essayer de se renseigner un maximum, tout simplement, et ne pas prendre l'avion au dernier moment et arriver en Chine sans connaître personne, sans rien connaître du marché, de la culture, etc. Donc voilà, c'est ça mon premier conseil. C'est un conseil de bon sens, mais c'est un conseil très important. Disons qu'on peut apprendre en se frottant
ce que l'on rencontre au début, mais on risque beaucoup de déconvenues au départ. Voilà. On risque des contenus et puis surtout, on risque de perdre énormément de temps et d'argent puisque Voilà. moi, j'ai vu des exemples où j'ai fait des négociations où les sociétés sont venues au moins 4-5 fois pour essayer de comprendre ce qui se passait et c'est une perte de temps et d'argent énorme. Il faut se préparer. Voilà. Ouais, Il il faut faut bien se se préparer. préparer et c'est comme vous dites, hein, donc il faut se préparer préalablement avant de décider, de prendre la décision et aussi surtout s'adapter sur le marché qui évolue très très vite aujourd'hui en Chine. Donc une bonne stratégie à l'international, ce n'est pas juste un bon plan comme on a dit, c'est une capacité d'ajustement partagée. Alors maintenant, on va passer sur la deuxième axe, négociation. Donc, quand on passe à la négociation, des fois, bah, il y a des malentendus et les malinterprétations ou tout simplement incompréhension qui coûtent le plus cher. Surtout qu'on ne parle pas chinois et on passe par exemple, Alain, tu dis par interprète ou en contact local. Donc, j'ai une question pour Alain. Comment comprendre le marché chinois et amener une négociation quand on ne parle pas du tout chinois? Et comment tu te prépares les réunions avec les fournisseurs chinois et comment tu assures quand tu as bien compris ce qui joue entre les lignes pendant les négociations? Alors, je dirais que déjà, il faut rapidement évaluer à qui on a affaire. Un D'accord. point clé en Chine, ce sont souvent des sociétés encore familiales, surtout les PME. Hein. Alors après, il y a les grands groupes. Mhm. Il est très important d'être connu d'un dirigeant ou des dirigeants au-dessus des interlocuteurs. C'est comme ça que la confiance peut s'établir parce que les personnes à qui on va travailler au quotidien sauront qu'elles ont l'appui de la direction, que ça a été validé. Donc, il est très important de respecter cette hiérarchie qui existe en Chine dans les entreprises. Ensuite, tout dépend du niveau de compréhension des affaires internationales avec les interlocuteurs. Il y a une très grande évolution maintenant puisque donc tous les nouveaux dirigeants ont très souvent une culture où sont passés avec des formations en Occident et ou en tout cas ont des personnes qui parlent très bien anglais de mieux en mieux. Et donc, tout est facilité maintenant. Le niveau s'est énormément élevé depuis une vingtaine d'années. Donc, être prêt, ça veut dire effectivement sentir quel est le niveau, et ça va dans les deux sens, de son interlocuteur qui est prêt et qui comprend très vite si la personne est qualifiée pour rentrer dans une négociation. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'évaluation des compétences respectives, qu'elles soient au niveau du métier, de la relation personnelle et de l'objectif que l'on va chercher dans la négociation. Mhm. Parfait. Par exemple, pour toi, par exemple, Emmanuel, selon dans le contrat plutôt côté juridique, est-ce que tu peux nous donner un exemple où, par exemple, les Français pensaient, oui, c'est bon, on aura un accord clair, mais par contre, dans la tête du partenaire chinois, on n'était pas du tout du même stade. Donc, comment toi, tu observes le plus souvent? Qu'est-ce que tu observes le plus souvent comme ce genre de malentendu ou mal-incompréhension entre dirigeants français et chinois dans leur façon de dire oui, non, peut-être, ou plus tard, gérer un désaccord? Alors, c'est très intéressant comme question parce qu'en fait, c'est non seulement une question de français-chinois, mais ça arrive également en Chine. Et pourquoi ça arrive en Chine? Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, euh, il y a plusieurs Chines et il y a plusieurs même façons d'aborder les négociations. Un exemple simple, si on va dans la Chine du Nord-Est, Mhm. lorsqu'on commence à négocier, tout est OK, tout est très facile. Et c'est lorsqu'on rentre dans les détails que là, on s'aperçoit qu'en fait, rien n'est OK et rien n'est facile. Lorsqu'on commence, par exemple, à négocier un contrat de joint venture, et je me suis fait avoir la première fois que je suis allé dans le nord-est de la Chine, où j'avais même dit à mon client français que finalement, il avait un super
partenaire qui disait oui à tout, mais lorsqu'on a négocié le contrat de joint venture, il a dit non à tout. Et quand on est habitué aux négociations, notamment dans la région de Shanghai, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que les négociations sont très compliquées au début, mais une fois qu'on est d'accord, je dirais oralement, et puis lors des négos, ensuite mettre sur le papier, ça pose pas de problème, et en général, les accords sont respectés. Donc en fait, c'est non seulement un problème entre la France et la Chine, mais il y a différents types de négociations en Chine. Et j'ai eu plusieurs fois l'exemple de clients qui étaient en fait fermés, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Et notamment, j'avais fait une négociation où ça se passait très mal, et je disais à mon client, mais vous savez, ça sert à rien de continuer parce qu'on est face à un mur et finalement, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'a pas envie de conclure. Et ils voulaient à tout prix monter une joint venture. Ce qu'ils ont fait, évidemment, la joint venture a cassé au bout de quelques années. Et donc, il faut prendre le pouls de son partenaire. Et surtout, ce que j'ai écrit plusieurs fois dans des articles, c'est au lieu de se mettre uniquement dans sa place, il faut aussi penser à ce que peut vouloir le partenaire. Voilà, quels sont les objectifs réciproques, hein. Il faut connaître les objectifs. Un accord, c'est toujours un compromis. Et malheureusement, beaucoup de sociétés françaises ne se placent absolument pas à la place du partenaire chinois pour essayer d'imaginer ce que lui cherche et ce que lui veut en retirer. Et donc, il y a vraiment, c'est Sun Tzu, hein, c'est pas un ennemi, mais il faut connaître les forces de son partenaire, de son adversaire, pour être très fort et gagner. Voilà. Parfait. Oui, c'est ce que tu dis, ce que tous les deux vous avez dit, c'est super important. Il y a des fois les entreprises françaises qui vont en Chine et il dit moi je veux faire ci. Mais le problème, le partenaire chinois, peut-être c'est pas ça qu'ils veulent faire. Et là, ça crée des incompréhensions ou comme nous les Chinois, ils préfèrent quelquefois ne pas exprimer directement. Et du coup, on reste sur le stade de incertitude, on ne sait pas où on va, et etc. Et du coup, justement, pour Emmanuel, j'ai une question, par exemple, une situation, on projette une situation classique. Le dirigeant français veut tout sécuriser par le contrat clause A, B, C, D jusqu'à la fin, mais le partenaire chinois préfère laisser un peu plus de flexibilité et tester la relation sur le temps. Et quand dans ce cas-là, comment tu négocies, comme tu conseilles des négociations intelligemment pour que le contrat protège quand même un peu et ne pas casser la relation avec le partenaire chinois? Alors, ça c'est bon, c'est un peu long à expliquer, mais je vais essayer d'être très court. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. On a deux systèmes différents, c'est-à-dire le système anglo-saxon avec des contrats extrêmement bien rédigés et très fouillés, et le système chinois avec des contrats simples. Et pourquoi les deux fonctionnent? Parce qu'en fait, aux États-Unis ou en Angleterre, on a des contrats qui essayent de prévoir tout, et donc on peut se référer au contrat, alors qu'en Chine, on a cette notion de le contrat va mettre en place une relation. Et cette relation va obliger les partenaires à au moins discuter en cas de problème ou en cas de situations qui n'ont pas été prévues au contrat. Donc autant un anglo-saxon dira on ne l'a pas prévu, donc je m'en fiche. Autant un Chinois dira on ne l'a pas prévu, mais on est dans une relation, par exemple, propriétaire-locataire, partenaire de joint venture, etc. Et donc, dans ce cadre de cette relation, on doit résoudre les problèmes. Et donc, les deux fonctionnent, mais ce sont simplement des systèmes qui sont différents. Et je dois dire que nous, Français, on est quand même un petit peu habitués aussi à négocier dans le cadre des contrats qui ont été signés, parce qu'on est un peu entre les deux systèmes. Donc, c'est un système qu'on connaît aussi. Et donc, ce n'est pas totalement inconnu. Parfait. OK. Donc, du coup, en fait, si on donne
plus de quelques 1 2 conseils aux dirigeants français qui nous écoutent. Donc ce que j'entends, c'est la négociation entre France et la Chine, c'est pas juste une question de prix ou des clauses, des contrats, mais c'est une question d'un rythme, de confiance, d'un langage implicite et la gestion des relations. Donc là, Absolument. il faut Alors, voilà, ouais, j'ajouterais juste un point sur la langue. oui. Deux choses. D'abord, malheureusement, beaucoup de Français disent, bon, j'ai la version en anglais ou j'ai la version, donc ça me suffit, etc. Mais souvent, c'est la version chinoise qui prévaut. Mmh. Donc ça, c'est en fonction évidemment des clauses qui ont été rédigées. Mais donc en fait, la traduction est quelque chose de très important et quelque chose de très compliqué. Euh, et et d'autre part, lorsqu'on négocie des contrats, notamment de JV, Mmh. l'interprétariat alourdit les négociations. Et j'ai vu des situations dans lesquelles les partenaires étaient énervés parce qu'en fait, on avait des traducteurs qui traduisaient tout mot à mot. Tout cela prenait un temps fou. Mmh. Et j'ai fait plusieurs négos comme ça où j'ai court-circuité le traducteur parce que en fait ça énervait tout le monde parce que évidemment il traduisait mot à mot et parfois il faut aller beaucoup plus vite et juste simplement traduire ce qu'on veut signifier. Donc c'est vraiment un problème qui est très important et qui peut avoir un impact sur la relation. Je parle même pas de culturel, je parle d'un impact même sur des relations entre partenaires si la traduction par une autre langue, une langue tierce, alourdit énormément les discussions. D'accord Moi, je et dans compte le cas toujours 2 fois le temps. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire en direct dans la même langue, je compte 2 fois. Il faut 2 fois le même temps avec la traduction. Donc, si vous avez d'accord, donc prévu une demi-heure en langue directe, il faut compter 1 heure pour faire le même travail avec la traduction. D'autant plus que la question est de savoir, c'est est-ce que à travers la traduction, le message est bien passé? C'est ce que je disais. Bon, ça a beaucoup évolué parce qu'il y a un meilleur niveau de langue actuellement. Le mieux, mmh. c'est quand même d'avoir une langue commune comme l'anglais pour converser. Après, le contrat, effectivement, il y a toujours du chinois. Et maintenant, il y a les outils d'IA et de traduction automatique qui arrivent. Hein. Donc, ça va changer, ça va beaucoup évoluer. Mais disons, il y a D'accord, quelques années, ça pouvait être très compliqué de savoir si le message était bien passé dans les deux sens avec le traducteur. d'accord. Du coup, enfin, vous conseillez, si on peut, avec l'interlocuteur en Chine, il vaut mieux pas trop passer par interprète qui, quelquefois, il saisit pas le contexte de négociation. Du coup, ça Exactement. Et moi, c'est pour ça que je préfère avoir un partenaire mmh intermédiaire qui, lui, est déjà dans le métier et qui maîtrise les 2 langues. Et donc, dans oui, ce cas-là, ça ira beaucoup plus vite pour se comprendre que de passer par un interprète qui est soit a priori neutre, mais qui ne comprend pas mmh les enjeux. exactement. Oui, je comprends, j'entends très bien ce que vous dites dans le sens parce que moi, j'étais interprète aussi des fois et si on connaît pas les contextes, c'est très compliqué de traduire. On arrive, hein, traduire mot à mot, mais il perd du sens de collaboration et même des idées derrière les 2 parties, qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment. Donc aussi un conseil, concret pour, les entreprises françaises, qui voudraient développer les activités en Chine. Premièrement, 1er choix optimal, trouver un partenaire confiance. Dans ce cas-là, ça facilite beaucoup, beaucoup de choses, même la procédure de négociation. Si on n'arrive pas encore à trouver un partenaire confiance, du coup, on peut se débrouiller avec l'anglais, avec eux et même tu dis Alain, aujourd'hui avec l'IA, logiquement, on s'en sort avec la traduction, Ça va être de qu'il plus faut. en plus facile, oui. En tout cas, Exactement. moi, je travaille à la fois en direct et via des agents. Si je sais que je vais faire une entreprise qui est déjà internationalisée, je peux travailler en direct. Si je Mmh. sais que la société avec laquelle je veux travailler est encore, je dirais, chinoise, à ce moment-là, j'ai un intermédiaire. Parfait. OK. Bah, merci pour le conseil très concret et les entreprises françaises qui peuvent appliquer, tout de suite sur le terrain.